Yalimadat à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous. Avec l'arrivée de la deuxième vague de la Covid-19, ces dernières semaines ont pu et peuvent être encore compliquées parce qu'on est soit touché directement ou indirectement par cette crise sanitaire. Le télétravail, les cours à distance et les gestes barrières réduisent nos interactions sociales. On est donc plus livré à soi-même. Et c'est pourquoi il est crucial de prendre soin de son bien-être psychologique et d'avoir le bon mindset pour affronter cette crise sanitaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Nadira Imambaksh et le docteur Cécile Rousseau vont nous présenter les outils pour rester positif dans ces périodes compliquées ou pour faire face à des situations plus difficiles. Dans un premier temps, Nadira va nous présenter les accords Toltec et le docteur Cécile Rousseau va nous montrer quels sont les impacts sur les jeunes de cette pandémie. Nadira est experte patricienne en psychologie positive et elle a également conçu des programmes pour prendre soin de sa santé mentale. Et le docteur Cécile Rousseau est psychiatre à l'hôpital pour enfants de Montréal. Elle est diplômée en médecine et enseigne à l'université de McGill. Elles seront toutes les deux interviewées par le docteur Bilkis Visanji, qui est chairman AKHB Québec Maritime et qui enseigne à l'université de Montréal. Bonjour, je m'appelle Bilkis Visanji. Je suis professeure en sciences infirmières et en santé publique à l'Université de Montréal. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir une collègue qui va nous parler d'un sujet passionnant, notamment parce que ça nous concerne tous et surtout ça concerne notre bien-être. Bonjour Madame Nadira Imambaksh, ça fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir partagé, merci de me recevoir. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Je suis fascinée par le développement humain et aussi par tout ce qui peut le pousser à se comporter d'une manière plutôt que d'une autre. Alors, je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'accompagne donc les personnes et je suis thérapeute holistique. En dehors de mon cabinet, j'anime des conférences et des formations pour les leaders et les collaborateurs en psychologie positive au travail. Et nous savons à quel point ce qui se passe dans notre tête peut affecter toute la chimie de notre corps et provoquer alors parfois juste des allergies, des intolérances et pas seulement, ça peut aussi être des maladies mentales telles que la dépression, mais aussi des maladies chroniques ou auto-immunes qui peuvent donc être engendrées par ce qui se passe dans notre tête et voilà. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous un ou plutôt des livres qui me passionnent, que j'affectionne particulièrement et qui permettent aussi d'améliorer la relation à soi et la relation aux autres. Donc, il s'agit de deux livres de Don Miguel Ruiz. Donc, le premier dont vous avez certainement entendu parler, c'est les accords Toltec, les 4 accords Toltec. Et puis, le 5e accord Toltec qui est sorti en 2010, qui vient compléter cette recherche, cette exploration. Alors, Don Miguel Ruiz, c'est un auteur mexicain qui s'est spécialisé dans la culture et la mythologie toltèque, qui était un peuple reconnu comme des femmes et des hommes de connaissance. Et cette connaissance, elle a pu être décrite comme un mode de vie. Et ce mode de vie-là peut nous donner accès au bonheur, à l'amour, tout en nous libérant de nos peurs. C'est très intéressant. On voit déjà l'intensité de la passion et je trouve que vous apportez un sujet extrêmement intéressant. Alors, vous avez parlé d'accords. Pouvez-vous élaborer un petit peu sur ce qu'on entend par accord? Tout à fait. Alors, les accords, c'est ce qui est relatif à ce sur quoi, en fait, on donne un accord. Ça peut être une croyance, donc qu'elle soit limitante ou non. Et c'est aussi la somme de toutes les visions que l'on peut avoir de nous-mêmes, des autres et du monde en général. Et c'est toutes ces croyances-là auxquelles on a dit d'accord. Fort intéressant et il faut faire attention à ce qu'on dit, où, à qui et comment on dit d'accord. Alors, comment se construisent-elles ces croyances?
Alors, on sait que les croyances, elles se construisent essentiellement par notre éducation. Donc, ça va être le cumul de toutes les pensées qu'on a pu accumuler. Alors, quand on est, a priori, nos pensées sont pures, notre mental est clair et vierge de toute souffrance ou négativité. Et c'est au fil des années, des semaines, des mois, des années, et aussi à l'exposition de nos familles, de l'école, de la société qui nous entoure, euh, que l'on va euh, ancrer justement peut-être des étiquettes, des qualifications, des jugements. Et petit à petit, en fait, ça peut euh, incrémenter à l'intérieur de nous des vibrations qui peuvent être négatives ou bien positives et qui vont nous modeler, qui vont modéliser qui l'on est. Et parfois, ces croyances, elles vont agir à notre insu. Un peu comme un livre de loi personnel. C'est un peu la petite voix qui va nous dicter toutes les règles qui nous disent tu devrais te comporter comme ça ou oh, tu devrais pas dire ça ou tu devrais plutôt penser ça. Donc ça peut être euh, très pesant et ça peut aussi agir comme un filtre et nous empêcher d'accéder à une autre réalité ou un espace vraiment de création et d'amour inconditionnel. Alors, selon notre auteur, là, Don Miguel Ruiz nous dit que si nous donnons 4 accords, donc à 4 règles de conduite, avec le 5e accord proposé en 2010, si nous appliquons ces accords-là dans notre vie quotidienne, alors on va agir sur au moins 80% de nos pensées limitantes, de nos croyances qui nous empêcheraient d'accéder au bonheur, à l'amour et à notre véritable puissance. Alors, quand je vais vous donner les accords, vous allez me dire, alors c'est très simple, il n'y a effectivement rien de révolutionnaire et justement c'est ça que j'apprécie parce que c'est simple, ce sont des exercices de vie qui sont accessibles à chacun et finalement il y a juste à se dire, je décide de les mettre en application dès aujourd'hui et de vivre mieux. Alors je vous invite à rentrer dans cette expérimentation en faisant comme le dit le 4e accord, toujours de votre mieux, c'est-à-dire avec responsabilité et bienveillance. C'est fantastique. Et c'est très intéressant de voir que dans une certaine mesure, ce sont des accords qui vont nous permettre d'être mieux avec soi-même et en relation avec l'autre. Et en même temps, il y a comme une certaine forme de prescription ou d'ordonnance. Soyez vous-même, et je vais vous laisser élaborer là-dessus. Mais avant tout, pourriez-vous peut-être juste nous remettre sur le plan de la conversation, à savoir, avant d'arriver même à ces façons d'être, à ces savoir-être, qu'est-ce qui nous amène à critiquer? Qu'est-ce qui nous amène à juger? Pourquoi sommes-nous, entre guillemets, ainsi? Ah, c'est intéressant. Alors justement, ça m'amène à vous proposer le premier accord. Donc le premier accord dont nous parle Don Miguel Ruiz, c'est que votre parole soit impeccable. Ce qu'il nous dit dans son livre, c'est parler avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire d'autrui. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire que ta parole soit impeccable? Ça signifie que lorsque ma parole est impeccable, elle ne nuit pas ni aux autres, ni à moi-même. Et on sait à quel point le pouvoir des mots peut être fort et à quel point il peut guérir, à quel point ces mots peuvent guérir. Ils peuvent apporter beaucoup d'amour et on sait aussi à quel point elles peuvent blesser et détruire. Les mots sont vraiment une énergie très puissante dont on s'entraîne très facilement. Une phrase blessante, elle peut vibrer en nous de l'enfance jusqu'à polluer notre mental à l'âge adulte. On a tous reçu peut-être un mot, une réflexion, quelque chose qui nous a marqué et qui est resté comme ça, ancré derrière, en filigrane. Alors, vous imaginez l'impact des mots lorsqu'on dit à un enfant euh, oh, mais t'es bête ou quoi? Tu sais pas faire ça? Ou alors, oh, qu'est-ce que t'es maladroit?
Et même si c'est sur l'instant et même si c'est très finalement impulsif ou automatique, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir sur le futur. Alors, ça va impacter l'estime de soi et aussi les projections que cet enfant-là aura sur lui et acceptera des autres aussi à l'âge adulte. Alors, votre question était de qu'est-ce qui peut m'amener à juger, qu'est-ce qui peut m'amener à avoir ce regard-là finalement sur l'autre ou sur moi-même. Est-ce que vous avez remarqué à quel point nos conversations peuvent être orientées autour d'un jugement des autres? Parfois, ça peut être pour identifier un coupable. Médire de quelqu'un ou dire du mal de quelqu'un pour trouver un coupable, ça peut permettre de se rassurer. Aussi d'éviter de ressentir de la culpabilité sans avoir pour autant une mauvaise intention ou l'intention de nuire. Parfois, on a tout simplement besoin de vider son sac, lâcher sa colère, ou alors un sentiment de rancœur, ou alors même d'impuissance. Et chez certaines personnes, ça peut être aussi juste une habitude que l'on a d'être dans le jugement négatif. Et la plupart du temps, c'est juste pour appartenir à un groupe. Donc, par exemple, je me souviens, j'avais accompagné un cabinet de dentistes qui me disait, il y avait une nouvelle assistante qui disait justement que quelque part, elle se sentait un peu coupable parce qu'elle, pour se faire accepter ou pour se faire intégrer par les autres assistantes, elle avait été amenée à critiquer la hiérarchie pour se faire des amis. Là, son intention première n'est pas de nuire à la hiérarchie, il est plus de se faire accepter. Alors parfois, on peut être poussé à dire du mal aussi pour se faire intégrer ou pour appartenir à un groupe. Merci, je trouve que vous avez une très belle peinture fresque de ce qu'on peut vivre. Et donc, ça nous amène finalement à se dire que cette parole authentique requiert d'une certaine façon une posture particulière et de ne pas nécessairement le prendre perso. Hein, et que nous dit donc dans une galerie sur comment on fait pour ne pas prendre ce qui nous entoure et en faire une affaire personnelle? Alors, c'est une très belle transition sur le deuxième accord. Donc, lorsqu'on a fait le ménage sur la voix intérieure qui est médisante et autres, le petit juge intérieur. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez donné une image de cette pollution mentale qui reste. Alors, je crois que de faire le ménage de cette pollution mentale, vous nous amenez à ce deuxième accord que j'ai bien hâte d'entendre. Oui, donc quand on a fait justement quand on a éliminé justement cette pollution mentale, on va venir poser l'attention sur le deuxième accord qui dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle ». Alors, ce que Don Miguel Ruiz nous dit, c'est que ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, alors vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Alors, pour s'en libérer dans le quotidien, il y a des petits exercices que l'on peut faire, comme observer à quel moment est-ce que je me sens vexée ou blessée par quelqu'un. Parce que ça peut arriver qu'on nous dise des choses et puis on peut mal le prendre. À quel moment est-ce que vous rendez les autres responsables? À quel moment est-ce que on peut rendre coupable l'autre de ses propres émotions ou de notre bien-être ou de notre mal-être aussi? Et comment fait-on par contre pour se dire, pour arriver justement à cette reconnaissance qu'on voudrait se libérer? J'apprécie la transition sur le fait que
pour arriver justement à reconnaître, il faut se libérer de quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous voulez élaborer un petit peu là-dessus. Alors, on peut, par exemple, observer. J'ai envie de dire que le démarrage de tout changement, c'est déjà, ça peut venir de différents endroits. Ça peut être quand on n'en peut plus de vivre de cette manière et quand on a atteint un stade où ce n'est plus supportable, on peut se dire, là, j'ai envie de changer. Ou alors, tout simplement, c'est qu'on observe qu'on a envie de vivre mieux et qu'on décide de démarrer un travail sur soi, ou alors du développement personnel, ou une psychothérapie, enfin, toutes sortes de travail personnel. Lorsque l'on a décidé, on peut simplement en lisant, en échangeant, en s'informant, en allant chercher la formation, on peut s'attarder et observer ses pensées. Observer aussi comment on réagit. C'est intéressant de voir comment est-ce que je réagis. Est-ce que lorsque la personne m'a parlé, est-ce que j'ai pris vraiment le temps d'écouter? Est-ce que je lui ai coupé la parole? Est-ce que j'étais complètement dans sa réflexion ou est-ce que j'étais déjà dans mes réflexions à moi? Ou dans ce que je pense d'elle, ou de ce que je pense de lui, ou avec ce qui s'est passé ailleurs. On en parlera plus tard. C'est vrai que c'est un premier pas, c'est déjà d'observer et d'écouter. Tout à fait. Et ça vient donc illustrer ce que vous décrivez très bien, de faire des efforts à ne pas faire de suppositions. Tout à fait. Donc, c'est notre troisième accord qu'on va explorer avec Don Miguel Ruiz, c'est ne faites pas de suppositions. Alors, on se met très souvent à la place de l'autre en imaginant une petite histoire et ça peut aller jusqu'à des montagnes, voire des scénarios incroyables en fonction de son imagination. Don Miguel Ruiz nous dit qu'on se met souvent à la place de l'autre en imaginant qu'il pense comme nous et qu'il pourrait réagir comme nous, voire qu'il a la même vision de la vie que nous. Et nous oublions très souvent que nous sommes tous uniques. Lorsque nous répondons aux événements, ça peut se faire de façon très, très distincte. Et on a souvent du mal à comprendre. Et en faisant des suppositions, on va nourrir notre propre croyance à travers l'autre. Et parfois, ça peut être blessant. On peut se blesser soi-même en interprétant un peu inutilement les mots, les comportements selon notre propre vision. C'est très, très courant, cette posture-là. Je vois chez les jeunes que j'accueille, par exemple, l'impact que ça peut avoir, et aussi chez les couples, l'impact des réseaux sociaux. Lorsque je vais mettre une vidéo, que je vais la poster sur ma story, ou que je vais la mettre sur Instagram, ou sur Facebook, sur TikTok, ou autre, Snapchat, et que je vais voir finalement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui likent mon post ou ma story, je peux me dire que mince, peut-être que c'était pas assez bien ce que j'ai fait, peut-être qu'on m'aime pas, peut-être que ce que je fais ou qui je suis n'est pas assez bien pour être aimé, voire être rejeté. Alors, et dans un couple, ça peut être aussi ça, dans votre relation de travail, je vais envoyer un message, je vois que mon ami est connecté, je vois qu'il a lu le message, je vois qu'il a bien reçu, et il n'a toujours pas répondu, ça fait déjà 1 heure. Et là, on a une capacité à inventer, à se faire des histoires qui est incroyable. Alors que tout simplement, si on relâche cette rumination mentale, si on relâche un peu ce mental invasif, mais finalement, ça fait du bien, ça nous apaise. Et puis, on peut trouver des réponses en ayant le courage de poser des questions, en ayant le courage d'exprimer aussi nos vrais désirs, nos vrais besoins, et en communiquant clairement avec l'autre pour éviter justement un sentiment de tristesse ou des malentendus, voire des drames. Il y a de nombreuses relations qui arrivent à leur fin à cause de justement ces réseaux sociaux et surtout, pas forcément les réseaux sociaux, mais ce qu'on en fait, c'est-à-dire ce que notre mental fait de ces réseaux. C'est une très belle façon de faire une transition justement vers comment est-ce que la relation avec soi
nous remet en question par rapport à cette relation avec autrui. Et comme vous le faites si bien ressortir, avec soi-même, nous avons une relation que parfois on risque d'oublier. Et donc, vous nous donnez une très belle façon de travailler sur nous-mêmes. Par contre, ce n'est pas toujours facile. Et je ne sais pas si vous aviez peut-être quelques recommandations sur comment aborder cette relation avec soi-même. Mhm. Alors, je vais tout simplement vous livrer l'accord numéro 4 que vous pouvez conclure avec vous-même, celui de Don Miguel Ruiz, qui est qui consiste à faire toujours de votre mieux. Et notre mieux, il peut changer d'instant en instant puisque nous évoluons et que nous avons au fur et à mesure plus de connaissances. On intègre aussi plus de bienveillance envers soi-même, je le souhaite à chacun. Et quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Et ça évitera de vous juger, de vous culpabiliser et encore plus d'avoir des regrets. C'est vrai que notre système d'éducation, dans de nombreuses cultures, elle est basée sur un système de punition-récompense, de notion d'échec et de réussite. Et c'est vrai qu'on peut aussi développer une certaine culpabilité. Et lorsque l'on fait de son mieux, on sort de ce modèle de culpabilité ou de jugement ou de sanction. On va plutôt vers j'expérimente, j'apprends, finalement, je me responsabilise aussi, je prends la responsabilité de mes actions et de mes expériences, j'apprends et j'enrichis mon futur. Et ça, c'est vraiment la beauté aussi du mouvement de la vie. Donc, c'est un accord que j'apprécie particulièrement, qui a un vrai support au maintien de la sérénité, de la santé mentale et de la performance. C'est un accord qui met l'accent sur l'action plutôt que de rester dans une rumination mentale. Vous savez, ce petit vélo qui s'arrête jamais, qui tourne en boucle et qui nous empêche parfois de prendre des décisions. Je vais vous prendre un exemple. Pour un élève qui va passer un examen, parfois, le fait de ne pas pouvoir être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur, peut complètement figer et empêcher d'avancer. Donc, on peut avoir un tel niveau de stress que ça peut nous bloquer complètement. Ou alors, imaginez-vous une belle fille qui va rencontrer pour la première fois ses beaux-parents et puis qui va peut-être se remettre en question. Faites de votre mieux. Je sais que c'est en atelier parentaux, je sais que j'ai beaucoup cette question, des parents qui s'interrogent sur la bonne façon d'éduquer ses enfants. En fait, euh, faites de votre mieux et avec toute cette bienveillance et cet amour pour vous et pour eux, ça ne peut que bien se passer. Certainement. Alors, je me dis, est-ce que nous pouvons faire de notre mieux quand face à nous, nous sommes exposés à d'autres personnes qui peut-être ne sont pas arrivées au même stade que moi-même. Alors, comment est-ce qu'on peut négocier, comment est-ce qu'on peut essayer de passer à travers ces forces parfois divergentes qui nous assaillent? Alors, Gandhi nous disait que soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. C'est complexe de vouloir changer les autres. Si on arrive à changer nos lignes intérieures, à appliquer déjà ces accords-là, petit à petit, une marche à la fois, notre monde, le monde qui nous entoure, change aussi. C'est certain. Donc, en se questionnant, on peut y arriver. Vous aviez mentionné que récemment, on nous proposait un 5e accord. Oui, Peut-être pour terminer notre belle conversation, vous pourriez nous en toucher un petit mot? oui. Alors, le dernier accord que nous propose notre auteur mexicain, c'est soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Alors, Alors, dans ce scepticisme, est-ce qu'on devrait tout re-questionner?
Alors, vous pourriez, j'ai envie de vous dire, si Don Miguel Ruiz était là, et il vous répondrait, ne me croyez pas, ne vous croyez pas vous-même, ne croyez qui que ce soit d'autre, ne croyez qui que ce soit d'autre, mais écoutez, écoutez. Euh, Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Alors, ça ne veut pas dire d'imaginer que tout est faux, que tout est faux et que rien n'est recevable. Et posez-vous la question, est-ce que c'est la vérité? Écoutez l'intention qui sous-tend les mots. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là? Quel est le véritable message? euh, Byron Katie, qui est une autre auteure américaine, a fait un très beau travail sur justement les conséquences et l'impact de nos pensées. Il y en a quand même 60 000 à peu près dans une journée. Ça peut prendre beaucoup d'énergie. Alors, à travers son work, son travail, elle nous invite à nous poser la question, est-ce que cette pensée est vraie? Et ce cinquième accord, c'est vraiment une façon d'aller encore plus loin, plus profondément dans justement l'attention, observer nos pensées, ce qui est notre réalité, euh, aussi notre posture d'écoute et de questionnement. Euh, et donc un exemple très typique en ce moment, ce serait comment est-ce que je reçois les informations lorsque je regarde la télévision, quand je vais chercher l'information sur les réseaux sociaux. Euh, je suis tout à fait légitime de me poser la question, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est une réalité? Et est-ce que c'est réellement la vérité? Voilà. Très contemporain ce que vous dites, je pense, que de se questionner constamment. Et est-ce que vous vouliez peut-être nous laisser avec quelques recommandations de lecture avant que nous terminions cette séance? Tout à fait. Alors, j'ai évidemment donc les quatre accords Toltec, le cinquième accord Toltec. Et si vous voulez aller un peu plus loin avec vos enfants, il existe aussi un très beau livre illustré avec de très belles images sur les chevaliers des temps modernes qui sont les Toltecs. Vous avez un très joli jeu de cartes aussi, des accords Toltec qui vous permettent au quotidien de pouvoir explorer et appliquer de façon légère les accords Toltec. Et si vous avez une équipe à manager, vous avez aussi le manager avec les accords Toltec qui est assez fascinant. Voilà. Superbe. Merci beaucoup, Madame Nadira Imambaksh, coach, psychologie positive, un reflet du dynamisme. Vous représentez très bien ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir. Alors, encore une fois, merci et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Milky. Au revoir. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir le plaisir et l'honneur de faire une petite séance de discussion avec une collègue de fort longtemps, Dr Cécile Rousseau. Bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous. Dr Rousseau est pédopsychiatre. Elle a une longue expertise auprès des jeunes en santé mentale. Elle est également chercheure de longue date à l'Université McGill. Et aujourd'hui, nous allons échanger avec elle sur certains des défis qu'elle a pu rencontrer actuellement avec le contexte de la pandémie, mais aussi au-delà du contexte de la pandémie, les défis que vivent les jeunes en ce moment. Donc, c'est une question importante que vous posez, donc, Madame Vicentier, parce que finalement, les jeunes, on le sait, l'humanité vit toujours des épreuves. Et la question, c'est toujours de se demander comment est-ce que ça va les influencer, qu'est-ce qu'ils vont en apprendre, qu'est-ce qui peut être plus difficile et les rendre plus vulnérables. Alors, ce qu'on voit actuellement avec la pandémie, ce virus qui nous frappe tous, c'est effectivement, je dirais, au niveau des familles, des forces et des faiblesses. Alors, nous avons fait des recherches qui nous ont montré que, je vais commencer par le positif, que pour certaines familles, le confinement a été une belle occasion de passer beaucoup plus de temps ensemble. Certains parents ont appris à connaître leurs enfants. Certains adolescents ont appris à jouer avec leurs parents. Et donc, vous voyez, il faut toujours regarder dans nos épreuves qu'est-ce qui peut être positif. Il y a eu des choses positives.
Mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, en particulier, dans des familles où il y a des tensions, dans des familles où les parents vivaient des stress très importants, ça a été beaucoup plus difficile et ça a aggravé les conflits, ça a aggravé l'anxiété. Et il faut se rappeler que pour les adolescents, l'adolescence, là, c'est une période où notre tâche de développement, c'est de nous séparer de nos parents pour devenir des jeunes adultes. Et être forcé comme adolescent d'être 24 heures sur 24 avec ses parents, eh bien, c'est contre nature. En fait, les adolescents ont besoin d'ouvrir leurs ailes. Ce serait un peu comme un oiseau prêt à s'envoler que vous remettez au fond du nid en l'empêchant d'ouvrir ses ailes. Et ça, eh bien, évidemment, ça crée des conflits, ça crée de l'anxiété, ça peut créer de la dépression et même des idées suicidaires. Donc, vous voyez les deux, des choses que les jeunes et les enfants ont appris au cours du confinement. Certains, surtout ceux qui n'aiment pas l'école et qui avaient des phobies scolaires, étaient très contents de rester à la maison. C'était merveilleux. Mais pour d'autres, eh ben oui, plus d'anxiété, plus de colère, plus de conflits. Alors, on peut dire que pour la majorité des enfants et aussi des parents, le stress de la pandémie est un stress désagréable, mais c'est un stress que nous sommes capables de surmonter. Donc, on va parler de réponse normative au stress. Ça n'est pas quelque chose qui va nous rendre malades, ça n'est pas quelque chose qui va traumatiser la majeure partie d'entre nous. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Donc, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour passer au travers de ce stress-là et aller mieux. Alors, je pense qu'on va toucher ça un peu plus tard. Mais l'autre question qui se pose pour les jeunes et pour l'ensemble, et surtout pour les plus petits, là, c'est finalement que leur environnement social, le fait d'aller au parc, d'aller à la garderie, d'aller à l'école, eh bien, ça les stimule et ça les aide à se développer. Et donc, comme la pandémie se prolonge, là, on est bientôt presque à 1 an de pandémie, ça veut dire que pour un certain nombre d'enfants qui ne sont pas dans des milieux très stimulants, il va y avoir une sous-stimulation. Donc, c'est un peu comme si ça ralentissait leur développement. Et ça, c'est préoccupant parce qu'en fait, ça se développe très vite, un enfant. Et arrêter un développement pendant 1 an, c'est significatif en termes de perte à rattraper par la suite. Et ce développement, est-ce que vous le voyez en contradiction ou en conflit par le fait que dans vos propos, lorsque vous avez ouvert la conversation, on voyait qu'il y avait quand même un apprentissage, un bienfait, une plus-value à se développer au sein de la famille. Et je suppose que vous êtes en train de nous parler de cet équilibre à rechercher dans ce développement du jeune et de la jeune fille dans la cellule familiale versus ce qui sera appris à l'extérieur de la cellule familiale. Et j'aime bien votre parallèle que vous faites avec un oiseau et ses ailes, où même les ailes des parents semblent être un peu affectées en se retrouvant avec leurs jeunes à la maison. Tout à fait. Alors là, il y a d'énormes variations d'une famille à l'autre. Donc, le premier message, c'est qu'il ne faut pas catastrophiser. Pour des familles qui ont un peu d'espace dans la maison, donc, par exemple, les ados ont leur chambre, il y a une salle de jeu, il y a des jeux, il y a des livres. Que fait-on quand ce n'est pas possible, par contre, hein? Non, c'est ça. Et donc, si on a ces moyens-là, on peut réinvestir la maison. Et je pense que certains parents l'ont fait de façon très créative, et des jeunes aussi. Donc, on a des jeunes de 14-15 ans qui ont appris à faire du pain, qui ont appris à cuisiner, qui ont appris à… Ce sont des apprentissages importants, qui ont commencé à peindre, qui ont commencé à faire de la musique avec leurs parents, qui ont maintenu quand même des relations avec les pères, mais en les transformant. Donc, vous voyez, il y a moyen, dans une situation d'adversité, de faire, d'en tirer ce qu'il y a de mieux quand il y a à la fois la créativité et quand même un certain nombre de ressources. Par exemple, pour les jeunes qui se retrouvent à suivre des cours en ligne, c'est certain que si les parents sont éduqués, sont capables de les aider, bien, ça peut être une occasion extraordinaire d'apprendre de leurs parents, alors qu'habituellement, ils ne le feront pas.
Et ça, c'est très positif. Bon, ça, c'est le verre à moitié plein. Si on regarde le verre à moitié vide, donc beaucoup de familles, et je vois ça dans les quartiers ici, les grands reculés dans lesquels je travaille, eh bien, on a une famille de 7 ou 8 personnes dans 3 pièces. Alors là, être confiné, ça devient beaucoup plus difficile. Il est aussi possible qu'il n'y ait pas de jouets, qu'il n'y ait pas de livres à la maison, que les parents n'aient pas la capacité linguistique ni la littératie numérique pour soutenir les adolescents et les jeunes quand ils ont des cours en ligne, quand ils ont des activités en ligne, même pour chercher des activités en ligne, ou que les parents sont tellement en situation de survie que finalement, ils n'ont pas de temps supplémentaire à donner aux enfants, et les enfants, à ce moment-là, ça arrive aussi dans des familles plus aisées, on les place devant un écran, ce qui va développer des cyberdépendances. Parce que la seule façon de se débarrasser de l'enfant quand on est en télétravail, c'est de scotcher devant l'écran, devant des jeux, devant des... etc. Ce qui est problématique. Donc vous voyez, d'un côté des possibilités, d'un autre côté des limites pour des familles qui sont dans l'adversité socio-économique, mais aussi pour des familles qui ne sont pas dans l'adversité socio-économique, dont les parents sont débordés, qui n'ont pas le temps et l'espace psychique à consacrer à leurs enfants, ce qui est aussi dangereux que de manquer de ressources matérielles. Donc, des deux côtés, on peut avoir des problèmes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci, Dr Rousseau. Je trouve ça très intéressant, les divers exemples que vous nous apportez. Sur la même ligne de pensée, je me demandais si vous pouviez élaborer un petit peu sur les expériences cliniques auxquelles vous avez eu à faire face en ce qui concerne la fratrie. Si on a, par exemple, dans les contextes où vous travaillez beaucoup, où il y a de la vulnérabilité, c'est clair que les parents doivent gérer avec un certain nombre d'enfants. Et est-ce que vous voyez justement cette fratrie qui se retrouve confinée, déconfinée, reconfinée, la préoccupation de l'un et de l'autre, et au-delà du confinement, dans le développement de l'enfant et de leur santé mentale? Vous posez là une question très importante, parce qu'en fait, en confinement, donc avec un espace beaucoup plus restreint, la question de la territorialité à l'intérieur de la maison va se poser. Et je pense que, évidemment, ça dépend de l'espace qu'on a, mais même quand on a très peu d'espace, c'est très important à ce moment-là de redéfinir des territoires, étant donné que la capacité de prendre de l'air et de s'échapper devient très restreinte. Et pour les parents, il est alors important, et ça j'ai vu plusieurs situations, de ne pas s'occuper et prendre soin uniquement des besoins des enfants qui réclament le plus. Alors, quels sont les enfants qui réclament le plus? Ceux qui agissent et qui nous dérangent. Finalement, des enfants qui vont devenir insupportables, transgresser les règles, protester, s'opposer, se battre, provoquer des conflits. Énormément de façons d'attirer beaucoup d'attention. Et souvent, ces enfants-là sont vraiment des experts pour aller chercher de l'attention, même l'attention négative. Alors, il ne faut pas oublier les autres enfants. Donc, il ne faut pas oublier ceux qui sont tranquilles, ceux qui ne disent rien, ceux qui sont presque trop sages et qui peuvent avoir aussi des besoins. Donc, pensez le territoire dans la maison. Comment est-ce qu'on se sépare pour que chacun ait un espace de retrait sacré, je dirais. Donc, un espace de retrait qui lui appartient et où les autres savent qu'ils ne peuvent pas l'envahir. Ça, c'est très important. Ça peut être pour un enfant plus jeune une cabane, ça peut être un petit bureau, ça peut être un lit, mais vraiment important, même pour les parents, de respecter cet espace sacré où on peut se retirer. Ça, c'est très protecteur. On a tous des espaces comme ça où on peut se retirer. L'autre aspect, c'est important pour les parents de penser que même si certains enfants vont exiger plus d'attention, c'est toujours le cas, les choses ne sont pas égales, il faut penser à des moments spécifiques pour chacun des enfants, petits et grands. Enfin, je pense que la question de partager les tâches et le fait de prendre soin les uns des autres est très important. C'est-à-dire qu'en particulier pour les
préadolescents et des adolescents, le contrôle et l'établissement de règles a des limites, ne marche pas toujours très bien. Par contre, donner des missions peut être important, c'est-à-dire que quand les adolescents ont l'impression qu'on a besoin d'eux, donc on n'essaie pas de les contrôler, on n'essaie pas uniquement de les cadrer, mais on a vraiment un besoin vital de leur aide par rapport à la fratrie, peut-être par rapport à des grands-parents, s'il y a trop de conflits dans la famille. Je pense que c'est une autre façon de les engager, de dire, écoutez, nous passons, un peu comme on engage un équipage en tempête, de dire, nous passons dans une période difficile, nous n'y arriverons pas, nous, comme parents, sans votre aide. Alors, là, on peut discuter. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider? Et puis, donc, on n'impose pas ce qui est de l'ordre de la mission, mais on le choisit. Et à ce moment-là, ça risque de diminuer quand même les conflits. Certainement. Et je crois que ce que vous soulevez, c'est qu'on a déjà eu comme parents à apprendre ces diverses stratégies. Et maintenant, dans un contexte où la situation est plus complexe, on nous demande de capitaliser un petit peu plus sur ce qu'on a déjà appris, alors que nous-mêmes, on est déjà à bout dans la diversité des mesures à respecter, d'essayer de jongler avec multiples responsabilités. Et dans le cadre de certaines familles, il y a aussi cet élément de respect pour chacun des enfants, pour l'intergénérationnel, et qui parfois devient affecté parce que les jeunes sortent, les moins jeunes sortent moins. Et là, il faut aussi, vous avez parlé, je trouve ça extrêmement important et intéressant, la notion de la territorialité au sein d'une famille. Et de plus en plus, nous voyons que de par la pandémie et même au-delà, beaucoup de familles vivent avec une certaine diversité générationnelle. Et comment arriver, puis je pense qu'on a déjà vu plusieurs solutions que vous avez apportées en avant. Je voudrais nous amener vers un peu la conclusion de nos discussions. Si vous aviez des recommandations à faire aux jeunes, aux parents, aux grands-parents, pour essayer de passer à travers des situations difficiles. Et nous parlons beaucoup de santé mentale, chacun a sa définition de santé mentale, chacun a, par exemple, on a beaucoup discuté ici au Canada de l'importance de faire des activités sportives à l'extérieur, mais de faire des activités à distance. Nous avons fermé beaucoup les salles de gym, elles sont encore fermées dans certains pays, mais en même temps, on réalise qu'il y a d'autres façons de pouvoir essayer de se libérer de cet excès de sensations qui nous parcourent avec cet environnement complexe. Alors, je me disais, pour les derniers mots, en conclusion, sur les 3 générations, sur l'importance de sortir, comment arrimer tout ça pour une excellente santé mentale? Petite question. Non, mais vous touchez là un point très important et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les enfants, quel que soit leur âge, mais beaucoup les petits, ont besoin de bouger. Et je pense qu'ils peuvent nous aider, nous, adultes et leurs grands-parents, à bouger. Parce qu'une des plaies de cette pandémie, c'est que nous, comme adultes, nous bougeons de moins en moins parce que nous sommes devant des écrans de plus en plus, mais aussi que les personnes âgées, à cause du risque, ont arrêté de bouger. Je pense que cette idée de dire que les enfants peuvent être un moteur, une motivation à bouger, à sortir dans ces espaces extérieurs qui sont beaucoup moins dangereux. Alors, c'est vraiment une invitation que je ferai à l'approche de l'hiver, parce qu'en fait, il faut apprivoiser le froid, je dirais l'affronter, et sortir dehors. Le virus est beaucoup moins actif à l'extérieur, on le sait, et cette capacité de bouger, de garder, de prendre soin de notre corps, de rester en mouvement, extrêmement important pour préserver notre harmonie et nos relations les uns avec les autres. Je pense que ça, c'est essentiel. Aussi cette capacité donc de se garder des moments de créativité. Alors,
les gens créent de façon différente. Ça peut être dans la musique, ça peut être en griffonnant, ça peut être en cuisinant, on en a parlé. Donc il y a beaucoup de façons dans le quotidien. Ça peut être en réarrangeant la maison, simplement. Donc il y a beaucoup de façons d'amener un peu de nouveauté amusante, un peu de jeu. Donc, ce seraient peut-être mes deux recommandations. Là, on parle donc de santé mentale dans le sens de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, bien-être plutôt que combattre la maladie. Et je nous inviterai donc à de la créativité du jeu dans le quotidien, pas se prendre trop au sérieux. On va réussir à passer au travers de la pandémie et de bouger et de sortir dehors, ça tout à fait. J'aime beaucoup votre réponse et vous aviez évoqué la notion de la réponse normative sans pour autant tomber dans des panneaux trop étiquetants de ce qu'il faut faire absolument, puis certains mots qu'on utilise mais qui finalement ne résonnent pas, alors que là, vous nous avez apporté des solutions très concrètes. Et moi-même, je vous ai vu, Dr Rousseau, à vélo, plusieurs fois sous la neige canadienne. Alors, j'apprécie beaucoup que vous mettiez en application ce que vous recommandez. Et je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir accepté de participer à cet entretien. Et nous souhaitons que tout se passe bien à l'avenir et en gardant nos activités habituelles, je crois qu'on va pouvoir s'en sortir comme vous le mentionnez. Docteur Cécile Rousseau, pédopsychiatre, clinicienne, chercheur, Université McGill, un très sincère merci et restez en santé. Au revoir. Merci et bonne chance à vous tous. Au revoir. Merci. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rendez-vous.